Mesdames du barreau de Kinshasa, barreau de la Gombe, barreau de Matete, j'ai toujours eu l'intention de vous rencontrer. Je vous appelle consoeur parce que je sais que vous êtes des avocates. Quelque part, le travail d'une avocate, c'est de défendre la veuve et l'orphelin. Ça reste quand même un travail de cœur. Ça reste un travail pour des personnes qui ont des convictions. Et je sais que vous en avez, c'est pour ça que je m'identifie à vous. Est-ce que vous ne pouvez pas m'applaudir un tout petit peu? Bonsoir encore, mesdames. Bonsoir. Je m'appelle Bernadette Punto Mpia. Je suis mariée, mère de famille. J'ai 3 enfants, 2 filles et un petit garçon de 5 ans. Il était très important que je vous voie aujourd'hui parce que j'ai besoin de votre caution, parce que j'ai besoin d'avoir une espèce de bataillon de femmes avec moi qui comprend mon souci, qui comprend mon parcours et qui prend la ferme décision de m'accompagner. Mais avant de vous dire tout ça, avant de vous demander de m'accompagner, je dois vous convaincre, j'ai 45 minutes pour ça. Est-ce que vous ne pouvez pas m'applaudir pour m'encourager? Mesdames, servir la population, servir le peuple congolais n'est pas né dans moi d'une génération spontanée. C'était un parcours. C'était un parcours que j'ai commencé très jeune. Partout où je vais, où je parle un tout petit peu de moi parce que j'ai des ambitions, je veux aller quelque part, mais il faut que j'explique pourquoi je veux y aller. Il faut que les gens qui vont me pousser à arriver, il faut qu'ils comprennent, qu'ils sachent pourquoi j'ai des prétentions, pourquoi je dis que je suis une personne qui peut réellement jouer le rôle que je prétends devoir jouer une fois arrivé là où je vous demande de m'amener. Mesdames, j'avais 12 ans. J'avais 12 ans quand j'ai reçu le premier appel. Mon père était commissaire de zone à l'époque. Il était à Dilolo. À Dilolo, à l'époque, il y avait une guerre. Les gens s'entretuaient en Angola. Nos hôpitaux, très vite débordés. Mais le seul hôpital de l'État, un peu genre Mama-Yemo, cet hôpital était débordé. Il y avait à peine quelques médecins, il y avait à peine quelques infirmières qui n'arrivaient à ne plus rien faire. J'avais 12 ans, j'ai demandé à mon père de me laisser aller aider ces malades, de me laisser aller prendre soin de ceux qui étaient en train d'arriver de l'Angola, meurtris, ayant tout perdu, souvent même leurs membres, souvent même leurs membres de famille. J'ai eu une petite formation vite fait, comme secouriste, 2 semaines ont suffi. J'ai commencé à travailler à l'hôpital, mes sœurs, j'ai travaillé. J'ai fait des accouchements. Oui, c'est vrai, vous me direz que bon, c'était peut-être irresponsable de la part de ceux qui m'ont laissé le faire, mais ils n'avaient pas le choix. Dieu merci, j'avais très bien joué ce rôle et cette étape est passée. Je suis resté longtemps secouriste, aujourd'hui encore je fais des piqûres, je sais donner des progressions, mais là n'est pas mon propos. Au cours de mon parcours, j'ai avancé, j'adorais les enfants. Comme la plupart d'entre nous d'ailleurs, les petites filles ont toujours tendance à aimer les enfants, c'est l'instinct maternel avec lequel on est. J'adorais les enfants. Un jour, ce fameux jour, je suis allée à la plage. À Bukavu, vous savez, à l'intérieur du pays, les infrastructures que nous avons aujourd'hui, Régie des eaux, SNEL et tout, on n'avait pas. On devait s'approvisionner à la rivière. C'est très important l'histoire que je suis en train de vous raconter parce que vous allez comprendre par après pourquoi j'ai tenu à vous la raconter. Je suis allé à la rivière avec une ribambelle de copines. Nous sommes arrivés, c'était au fleuve Lualaba, à Bukavu. Je parlais Krimbakati, je parlais Swahili, je parlais toutes les langues du milieu. Avec des amis, nous sommes partis à la plage en chantant.
Arrivé à la plage, je pose mon seau. Le temps de prendre de l'eau, ben, je vois au loin une petite fille, enfin un enfant posé tout simplement sur un pagne, le pagne, je le saurai plus tard, le pagne de sa maman. Je m'approche, très enthousiaste, me disant, voilà, c'est une aubaine, un enfant abandonné, enfin je peux avoir une poupée vivante. J'arrive sur l'enfant. L'enfant était fier, forte fièvre, teint pâle, cheveux vraiment très, un peu comme les enfants malnutris, on connaît les enfants de quoi je suis encore. Et ça ne m'a pas arrêté, j'ai pris l'enfant, j'ai lui serré. L'enfant s'est mis à pleurer. Et j'ai dit à mon Dieu à ce moment-là, mon Dieu, pourquoi est-ce que cet enfant a si mal? Pourquoi est-ce que cet enfant est en train de souffrir comme ça? Donne-moi sa maladie. Je veux être malade à la place de cet enfant. Pendant que je le disais, sa mère a entendu son enfant en train de pleurer. Elle est venue, elle a arraché l'enfant de mes bras. Et l'enfant pleurait de plus belle. J'ai fait marche arrière. J'ai laissé l'enfant à sa mère. Je suis retourné à ma maison. J'ai pris mon seau et mon eau. Je suis remonté chez moi. Mes chers amis, ça faisait à peu près 20 ans après, quand je me suis souvenu, quand cette réalité m'est revenue. Je venais de me marier, j'avais 20 ans, je me suis marié très jeune. J'ai eu mon premier enfant, très jeune, 21 ans et demi. Un beau bébé que j'ai appelé Caresse. À chaque fois, didactiquement, je fais toujours le geste, madame, je vous caresse. Ça ne reste pas, n'est-ce pas? C'est parti, c'est juste un souvenir. Vous pouvez imaginer l'écriture du destin, même au prénom de ma fille. Je l'ai appelée Caresse. Quelque chose qui ne reste pas. Effectivement, elle n'est pas restée. Ma fille n'a pas vécu, elle n'est pas restée. Une année plus tard, 24 novembre, elle est malade. Déjà, à 3 mois, elle pleurait tout le temps. À 5 mois, finalement, je suis allé à l'hôpital. J'étais jeune, je ne comprenais pas bien. Le médecin haïtien qui m'a reçu, c'était un très grand pédiatre. Il a regardé, il a vu les doigts de mon enfant gonflés. Il m'a dit sans embâche, madame, votre enfant est drépanocytaire. Je suis désolé, vous devez vous conformer maintenant à telle chose. Ma vie s'était effondrée. Ma vie s'était effondrée parce que la première fois que j'avais entendu parler de la drépanocytose, eh bien c'était mon ami Freddy qui en est mort. J'avais 9 ans. La deuxième fois que j'ai entendu parler de la drépanocytose, j'avais 11 ans. C'était un autre ami, Daniel, qui est mort. Demandez-moi comment j'ai su. Ouais, les mamans, quand elles pleuraient, quand elles consolaient les mamans éplorées qui venaient de perdre leur enfant, et expliquaient. C'est resté dans mon cerveau d'enfant. Alors vous imaginez, mesdames, quand on me dit que mon enfant est drépanocytaire et anémique SS, je ne l'ai plus vu vivant du tout. J'ai pleuré ce jour-là. Plus que je l'ai pleuré le jour où elle est partie. Le 24 novembre, je fête son anniversaire, une année. Le 8 décembre, cet enfant a été rappelé à Dieu. Mais chose bizarre, la dernière semaine, mesdames, quand je regardais le visage de mon enfant, je voyais cet enfant de la plage. Ce n'est pas une histoire que je vous raconte. J'ai vu l'image de l'enfant de la plage. Ma fille était maigre. Ma fille avait des cheveux. Elle était fiévreuse. Et j'ai compris que j'avais lié ma vie parce qu'on ne fait pas des promesses à Dieu comme ça en l'air, même quand on est enfant, on se lit. Et c'est ce jour-là que Bernadette Gound est née. Parce que j'étais mamie, on m'appelait Ya Mamie. J'étais mamie, mais puisque je devais endosser cette mission, je ne pouvais pas m'appeler aujourd'hui. Si vous aviez écrit là, Mamie Gound, je pense que vous ne m'aurez pas pris au sérieux. On m'a débaptisé. C'était un prénom assez lourd, mais bon, j'ai accepté. Je suis devenue Bernadette Gound. Il fallait que je puisse aller par mon et par vous